Aujourd'hui, voyons comment gérer les personnes difficiles et toxiques et cela de 6 manières. Et tu vas découvrir une anecdote de ma vie où j'ai failli mourir et comment j'ai pu gérer la situation grâce aux outils que tu vas voir maintenant. Je crois qu'il sommeille en nous un potentiel plus grand que l'on imagine et que le révéler n'est qu'une question d'entraînement. C'est pourquoi je vais à la rencontre des personnes qui réussissent, entrepreneurs, artistes, sportifs de haut niveau, pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec vous. Car mon but est qu'ensemble, on aille réaliser nos rêves. Je m'appelle David Laroche et voici mon podcast. Alors on a tous été confrontés à des personnes difficiles, que ce soit un collègue de travail, que ce soit le boss, que ce soit cet inconnu. C'est même parfois des gens de notre famille, mari, femme, oncle, tante, parents, grands-parents. Ça peut être même parfois nos enfants. Comment les gérer? On y est tous confrontés et grâce aux outils que je vais te partager, tu vas savoir mieux gérer la situation. La première clé, c'est déjà d'identifier leurs tendances. Quel profil ils sont en train d'exprimer et que nous aussi, on a tendance à tomber dans l'une de ces 7 tendances quand on est fatigué ou énervé. La première, c'est le râleur. C'est la personne qui du coup se plaint en permanence, se raconte des histoires, est tout le temps en train de ramener la fameuse histoire de son boss d'il y a 10 ans. Ou alors ramener le fait qu'elle s'est fait quitter ou qu'il s'est fait quitter ou tromper il y a 3 ans. C'est une personne qui du coup plombe l'énergie autour d'elle. Elle a toujours besoin de râler, ça lui donne de l'énergie. Je suis sûr que tu connais quelqu'un comme ça, je suis sûr que tu as déjà été comme ça. Le deuxième profil, c'est le vampire. C'est la personne où tu as l'impression qu'elle te pompe ton énergie. Après avoir passé un petit peu de temps avec elle, elle a plein d'énergie et toi, tu es fatigué et tu es crevé. Le troisième profil, c'est le pessimiste. Tu peux lui parler de n'importe quel projet, n'importe quel rêve. Tu dis « Ah, je vais aller faire ce voyage. Ah non, mais tu sais, ne le fais pas, ça ne marchera pas, c'est dangereux. Ah, j'ai envie de créer une entreprise. Ah non, mais tu sais, il y a 3 entreprises sur 4 qui passeront pas la première année. Ah, j'ai envie de me mettre en couple. Ah non, mais tu sais, il vaut mieux pas, c'est pas le moment. C'est une personne qui, peu importe ce que tu lui racontes, elle voit toujours ce qui va pas et elle te plombe ton énergie. Ça te fatigue d'être avec elle. Et en fait, d'un coup, tous tes rêves et tous tes espoirs, ils s'écroulent quand tu es à son contact. La quatrième tendance, c'est la personne qui est agressive. Elle est agressive verbalement. Elle t'insulte, elle te critique ou par exemple, elle te fait des remarques ou tu essayes de faire quelque chose. Elle a cette petite phrase, ce petit pic qui fait que tu te sens pas bien. Encore une fois, ça peut être dans n'importe quel contexte. La cinquième tendance, c'est le contrôlant. C'est la personne qui a l'impression qu'elle essaye de prendre contrôle sur toi. Elle essaie de décider pour toi ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, ce qui serait mieux pour toi, ce qui ne serait pas mieux pour toi, en utilisant beaucoup de stratégies, d'influence et certains pourraient appeler ça de la manipulation. Tu te sens contrôlé par l'autre et la personne, ça la sécurise de te contrôler comme ça. Le sixième profil, c'est la personne qui est violente, cette fois physiquement. Du coup, quand elle est fatiguée, qu'elle est énervée, elle a tendance à taper au début premier niveau sur par exemple des objets, quoi que ce soit, et niveau plus avancé, elle te tape dessus. Et la septième personne difficile à gérer, c'est la personne qui a des addictions extrêmes, donc des addictions extrêmes d'alcool, de drogue, de jeux, et qui du coup quand elle est dans ces états-là, tu sens que toi, ça ne t'aide pas à aller vers la vie auquel tu aspires, voire même qu'elle est dangereuse à côtoyer. Donc la première clé, c'était d'identifier la tendance dans laquelle la personne est, sachant que je répète, ce n'est pas la personne qui a un problème, c'est que souvent, on va le voir après, elle active cette mécanique-là et que tous, à des degrés différents, on active ça aussi chez nous. Et c'est important de se rappeler pour rester humble. La deuxième clé, et celle-ci, je l'adore, et je vais du coup te raconter l'anecdote dont je te parlais. Donc je vais la faire en cours. J'étais à Gare Saint-Lazare et ma copine habitait Mantes-la-Jolie et j'habitais à l'époque à Lyon. Donc je faisais mes premières conférences à Paris et ensuite je rentrais par le train de Gare Saint-Lazare, le dernier en direct, Gare Saint-Lazare, pour aller à Mantes-la-Jolie. Et j'étais habillé en costume, je lisais un livre par terre. Et j'étais pas très sécurisé intérieurement, j'étais pas à l'aise. Donc j'étais la nourriture parfaite pour la personne qui a envie d'emmerder quelqu'un ou de l'agresser. Et bref, je suis assis par terre et là, il y a quelqu'un qui arrive de nulle part et qui tape dans mon livre. Donc je suis assis par terre et je suis plutôt perspicace. Je me dis, ah, il y a un problème. Je lève la tête et je vois un type où il y a ses mains qui dégoulinent de sang. Il y a du sang qui coule par terre. Donc je me lève, je le regarde, je vois que ses yeux, ça clignote limite et je me dis, oulala, il y a un vrai problème, je suis très perspicace. Et il est à peu près à 1,50 m de moi, je fais 50 cm de recul, j'essaie de trouver une solution pour m'en sortir. Et le mec commence à me parler, j'ai du mal à comprendre ce qu'il raconte. Je pense qu'avec la quantité de substances qu'il a pris, c'est pas réellement clair. Et là, je me rappelle une des clés de communication, et ça va être ma deuxième clé, c'est le fait de poser des questions et je vais rajouter à ça, idéalement, de trouver un projet commun. Mais là, c'est un petit bonus. Et donc, bref,
Là, je lui pose la question. Il est en train de me parler du fait que les flics lui courent après. Je lui dis, justement, où est-ce que sont les flics? Et là, la raison pour laquelle c'est puissant, c'est que le fait de poser une question, ça m'évite d'avoir quelque chose à répondre de particulier à ce qu'il est en train de dire et ça inverse la dynamique. La personne qui a le lead dans la conversation, c'est pas celle qui parle, c'est celle qui pose les questions. Et en plus de ça, ça nous permet de trouver un projet commun parce que lui cherche à éviter les polices, moi je cherche à la trouver. Et donc du coup, ça retourne la conversation non pas en mode frontal l'un contre l'autre, ça nous permet de regarder à l'horizon, on est tous les deux orientés dans la même direction et on est tous les deux en train de chercher la police. Donc la manière dont je lui pose la question fait qu'en plus je m'intéresse à lui. Bref, je lui demande où est-ce qu'est la police, mais je sens qu'on l'a toujours pas sorti d'affaire. Et là, il se remet face à moi et il me dit, j'ai prévu de casser la gueule à toutes les personnes qui prennent le train de Mantes-la-Jolie. Quel train prends-tu? Le temps s'arrête, j'ai l'impression d'avoir un moment comme ça où je me dis, oulala, je suis vraiment dans la merde. Et là, justement, je me rappelle à quel point les questions et trouver un projet commun, c'est super important. Et je lui dis, et sincèrement, je ne sais pas d'où ça m'est sorti, mais ça m'a sauvé. Je lui dis, justement, ça tombe bien, parce que je prends le train de la Mantes-la-Jolie et j'ai peur de me faire emmerder. Est-ce que si quelqu'un m'emmerde, tu pourrais lui casser la gueule? Le temps s'arrête, il me regarde dans les yeux et il me montre ses mains. Au début, je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut avec ses mains? Et là, je comprends qu'il me montre ses mains pour dire, je suis ton homme. Et oui, en gros, je vais pouvoir casser la gueule à une personne qui t'emmerde. Et vu qu'il était plein de substances et que je ne savais pas si ça allait marcher et qu'il avait tendance à marcher comme ça dans le hall de la gare Saint-Lazare, régulièrement quand il passait, je lui rappelais, tu te souviens, c'est moi, si on m'emmerde, est-ce que tu peux lui casser la gueule? Et il me disait oui. Et ça a permis d'inverser la dynamique. Au lieu que ça soit moi la proie et lui le prédateur, et du coup, on était alliés. Et je pouvais lui dire, tiens, est-ce que tu peux m'aider? Donc bien sûr, je ne lui ai pas demandé de casser la gueule à qui que ce soit, mais ça m'a permis de prendre le train de Paris à Mantes-la-Jolie en me sécurisant. Et s'il avait les mains en sang, c'est qu'il avait justement fracassé plusieurs personnes avant. Donc, mets de la valeur sur le pouvoir des questions. Dans un autre contexte, ça peut être, par exemple, si la personne, elle t'agresse, elle t'attaque, elle est violente, elle est agressive verbalement, de lui dire, tiens, pourquoi tu me dis ça? Quelle est l'intention que tu as derrière ça? Quand tu me dis ça, qu'est-ce que tu veux dire? Le fait de reposer des questions, ça évite que la personne prenne du lead et du pouvoir dans la relation. Donc, ça peut s'utiliser dans plein de contextes. Imagine la personne te dit, mais t'es vraiment nul. Quand tu dis que je suis nul, qu'est-ce que tu veux dire? Et du coup, ça inverse complètement la dynamique et c'est la personne qui doit assumer ce qu'elle a dit, voire l'expliquer. Imaginons que la personne elle exprime son point de vue et qu'il y a une forme d'agressivité dans le point de vue ou alors c'est très réducteur. Tu peux dire une phrase du type « Tiens, c'est intéressant comme point de vue. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à ce point de vue-là » Et encore une fois, ça évite que toute l'énergie elle soit concentrée sur toi. Ça redonne la balle à la personne qui t'attaque et du coup, toi, ça te permet de respirer et ça te laisse le temps pour gérer la situation. Tu reprends contrôle de tes esprits et la personne, elle doit expliquer son point de vue. La troisième clé, c'est le fait de poser des limites avec ce genre de personnes. Ça peut être une limite physique, ça peut être une limite de contexte, ça peut être une limite de timing, de temps, ça peut être une limite de durée. J'explique. Par exemple, il y a des personnes qui vont être difficiles à gérer, mais tu sais que si tu restes avec elles 20 minutes, ça va aller. Donc tu peux poser cette limite de 20 minutes. Il y a des personnes, tu sais qu'il y a des sujets de conversation, il faut éviter. Ça les met en colère, ça les énerve, ils deviennent agressifs. Et donc tu vas éviter ces sujets. Peut-être des politiques, religieux, sexe, peu importe. Il y a des personnes, il y a des contextes. Si tu les as en public, ils sont vite agressifs. Ou à l'inverse, si tu les as en intimité, ils sont agressifs. Dans ces cas-là, tu vas les voir, mais que dans un contexte où c'est favorable. Il y a des personnes, c'est une question de moment dans la journée. Il ne faut pas les voir à tel moment, il ne faut pas les voir avant d'aller au boulot, il ne faut pas les voir dans tel contexte. Et les personnes, c'est clairement définir les règles du jeu et en gros que la personne ne peut pas franchir ces limites-là. Récemment, j'ai accompagné une dame qui était battue par son mari et je l'ai aidée à poser des limites intérieures vis-à-vis d'elle-même et qu'elle dise à son mari. Son mari a voulu se réénerver et vouloir la taper. Et cette fois, je l'ai entraînée à savoir comment répondre et elle a littéralement pété un câble contre son mari. Elle avait le sèche-cheveux et lui a dit « Si tu me touches, je te détruis ». Et le fait qu'elle montre à son mari que c'est terminé en fait, plus jamais il lui tapera dessus, ça lui a permis de poser une limite. Et ce genre de moment-là, c'est extrêmement important pour moi parce que imaginez une femme qui depuis des mois se laissait battre et là elle a posé une règle claire, mais pas seulement en la disant, en l'affirmant. La quatrième stratégie, c'est le fait d'avoir de l'empathie. Dans beaucoup de cas, et je ne parle pas des cas extrêmes, mais je parle de la personne qui est énervée dans le métro, le boss qui n'est pas content, notre mari, notre femme, ou un inconnu comme ça qui est agressif, qui se plaint, râle. On a des fois tendance à juste se dire « Ah, l'autre a un problème » et un peu de mettre la personne comme ça un peu dans la cave dans notre tête et de « Ah, c'est quoi cette personne ?» C'est important d'avoir de l'empathie et des fois se rappeler que je ne sais pas par quoi elle est passée. Peut-être que cette personne
elle est passée par, elle vient de perdre quelqu'un de sa famille. Peut-être qu'elle a très mal dormi. Peut-être qu'elle vient d'être licenciée, d'être trompée, d'être quittée. Peut-être que en ce moment dans sa vie, c'est une période très difficile parce que elle a du mal à accomplir ce qui est important pour elle. Peut-être qu'elle est en plein dans une crise. Bref, il ne s'agit pas de l'excuser. Il s'agit juste de prendre du recul et de se mettre à sa place. Parce que là, peut-être qu'elle est en mode râleur. Peut-être que là, elle est en mode agressive. Mais que peut-être nous, il y a un mois, ou il y a un an, ou il y a 3 ans, bah, nous aussi, on était comme ça. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'excuser. Parce qu'excuser, ça reviendrait à encourager. Mais c'est juste de dire, ok, je comprends. Et du coup, de pouvoir ouvrir quelque part mon cœur à cette personne. Et beaucoup de fois, pour être intervenu plusieurs fois en entreprise, il y a toujours une personne qui pose problème. Mais on se rend compte qu'elle ne pose pas de problème avec tout le monde. Et comme par hasard, les personnes avec qui elle ne pose pas de problème sont des gens qui arrivent à lui ouvrir son cœur. Donc même une personne qui a tendance à être agressive, être en colère ou quoi que ce soit, quand nous on est stable à l'intérieur, qu'on n'a pas peur d'elle, qu'on sait poser nos limites et qu'on ouvre notre cœur, et bien des fois on arrive à créer une relation avec la personne qui change et que du coup la personne se met à se transformer, à exprimer autre chose d'elle-même. La 5e clé, c'est le fait de parfois éliminer ces personnes de notre vie. Donc j'ai parlé de limites, mais parfois la limite, c'est de ne plus les voir du tout, ou quasiment pas. Et encore une fois, c'est important parce que je vois des personnes qui écoutent toutes mes autres clés, parce qu'elles sont confortables, mais n'écoutent pas cette clé qui est que parfois, en fait, ta vie, elle est trop courte. Elle est trop courte pour la vivre avec des gens qui empoisonnent ton existence. On t'a offert le cadeau de ta vie, on t'offre chaque jour, on te crédite de 24 heures, et c'est quand même dommage de passer le reste de ta vie avec des gens qui t'empoisonnent ton existence, qui t'empêchent de réaliser tes rêves. Et c'est pas que ce sont des mauvaises personnes, mais peut-être que ce n'est pas des personnes pour toi. Et c'est aussi des fois leur rendre service à eux que de créer ce choc de dire en fait, j'en peux plus de toute cette négativité, j'en peux plus du fait que tu râles et que tu te plaignes en permanence. Et je te quitte en fait, et j'arrête de te voir. Ou alors je mets un deal en place. Je te verrai, mais que si tu es dans cette énergie-là. Parfois, c'est un beau cadeau qu'on fait à nos parents, à nos amis, à des gens importants. Et parfois, ça m'est arrivé de dire comme ça à une copine, écoute, j'en ai marre, pas une petite amie, à une amie, de dire, écoute, j'en ai marre que tu te plaignes, elle se râlait tout le temps de son poids. Je dis, écoute, si tu te plains encore une fois, sache que tu n'auras plus aucun contact avec moi. Elle s'est retournée et elle a pété un câble, elle est partie. Et je sais plus, 2 semaines, un mois après, elle est venue me voir en me disant, merci David, tu m'as rendu service, qu'en fait, personne osait me dire ça et je me rends compte que j'étais chiante. Récemment dans un séminaire, on a une participante qui participe au cycle de coaching, ça faisait plusieurs week-ends que je lui disais. Au dernier week-end, j'ai changé de stratégie, elle parlait, je lui ai tourné le dos et je lui ai dit écoute, tu me fatigues. Et j'ai fait volontairement ça et fin de séminaire, elle est venue me voir en me disant merci David d'avoir dit ça, c'était un électrochoc parce que quand tu essayais de m'aider dans les précédents week-ends, au final j'obtenais de l'attention et là, je me suis rendu compte que quand tu m'as dit tu me fatigues, que moi aussi je me fatiguais moi-même. Et donc ça a été un cadeau que je lui ai fait de sortir de la relation. Encore une fois, aujourd'hui c'est devenu mon métier de faire ça, mais dans ton cas, sans dire que c'est ton métier, pose des limites. Tu n'es pas obligé de rester avec cet homme ou cette femme qui te plombe ton énergie. Il y a 7 milliards de personnes, il y en a au moins 3,5 milliards de personnes du sexe qui t'attirent. Il y a une abondance d'amis, une abondance d'entreprises, une abondance de collègues. Juste, parfois, arrête et va vivre ta vie. Et c'est un beau cadeau que tu fais. Et c'est comme dans l'avion. Dans l'avion, ils te disent mets ton masque d'abord avant de mettre le masque à ton enfant ou à tes proches. Et ben, parfois, miser sur soi et se choisir, et ben, c'est un beau moyen d'honorer notre vie, d'honorer nos parents, d'honorer notre entourage. Donc quitte cette relation si tu as tout essayé des autres clés que je vais te partager. La 6e clé, et elle va paraître paradoxale avec celle que je viens de dire. La 6e clé, c'est de voir ces personnes-là comme un challenge. Bien sûr, aujourd'hui, j'ai construit ma vie en m'entourant des gens qui sont quand même globalement constructifs, qui veulent avancer, qui veulent se dépasser, qui veulent créer des choses pour le monde, qui veulent exprimer leur talent. Maintenant, j'ai beau sélectionner qui je veux avoir dans ma vie. Même ces personnes-là vont avoir des moments de leur vie où ils vont être plus dans une de ces 7 tendances-là, et moi aussi. Et 2, j'ai beau sélectionner une grande partie des gens de ma vie, je ne peux pas choisir le fait de rencontrer cette personne dans le bus, cette personne dans l'avion. Je ne peux pas choisir toutes les personnes de ma famille. Et donc, c'est quand même super intéressant cette 6e clé qui est le fait de les percevoir comme un challenge. Parce que moi, je crois, et j'en suis sûr que tu crois aussi, le meilleur moyen de développer un muscle, c'est justement d'avoir un effort qui est exercé sur ce muscle, une forme de pression qui est exercée sur ce muscle. Sous-entendu, ces personnes-là qui nous challenge, ces personnes-là qui sont difficiles, tu peux les voir comme un entraînement, tu peux les voir comme une opportunité. Et donc, je te propose la prochaine fois de te dire par exemple, tiens, comment je peux m'entraîner à être calme? Comment je peux m'entraîner à rester au contact de moi-même? Comment je peux m'entraîner à être un bon communicant? Et finalement te rendre compte que peut-être ce boss, c'est une super opportunité pour toi pour devenir
une machine à communiquer. C'est une super opportunité pour toi pour devenir super calme. Parce que c'est clair, imagine un monde où tu es toujours entouré de personnes comme le Dalai Lama. C'est sûr que ça pourrait paraître confortable, mais en fait, le problème c'est quoi? C'est quoi le problème à ton avis? Le problème, c'est que en fait, eux sont dans une super vibration et toi, même si tu es en train d'avoir une de ces 7 tendances, de râler, de te plaindre, d'être en mode vampire, d'être agressif, vu que eux sont calmes, tu ne vas pas travailler. Donc, avoir quelques petites personnes comme ça, quelques petits blaireaux dans sa vie, quelques petites personnes qui justement sont agressives, sont toxiques, sont un peu négatives, sont difficiles à gérer, et en réalité, c'est super. Cette personne que j'ai pu rencontrer dans la gare Saint-Lazare, au final, me permet d'avoir une super histoire à raconter, a augmenté mon estime de moi, m'a permis de devenir un meilleur communicant. J'espère que tu as aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonne-toi pour que je puisse te partager d'autres stratégies pour réussir tes rêves et tes projets. Laisse-moi un 5 étoiles, ça me ferait vraiment plaisir. Et si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que font la majorité d'entre nous et qui va causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. En sachant qu'une seule de ces erreurs va t'empêcher de réussir et d'être pleinement heureux. C'est une certitude. C'est une vidéo gratuite, en tout cas pour l'instant, et pour la trouver, tape dans Google David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. Et tu vas tomber dessus. Je te dis à très vite pour un prochain podcast et on avance ensemble.